Aujourd'hui, je vais présenter, je sais pas pourquoi ça. D'accord. Je vais présenter sur l'effet des interventions en milieu scolaire sur les connaissances, les attitudes et les pratiques concernant la vaccination contre les HPV chez les collégiens en France. Un peu sur l'outline, je vais commencer avec le contexte, puis les méthodes. Le premier projet que j'ai présenté ici dans ce groupe il y a un an, et aussi le deuxième projet, c'est ce qui est nouveau sur le projet Preuve-HPV. Et après, on peut le discuter. Le contexte, euh, comme vous savez probablement, les papillomavirus humains sont des virus qui causent les cancers, notamment le cancer du col. Ce sont très prévalents et aussi, même s'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir l'autorésolution, il y a d'autres personnes qui auront l'infection persistante et ce sont des personnes qui auront les séquelles comme les cancers. Et aussi, on a une vaccination contre les HPV qui existe depuis 2006. Elle est très efficace et aussi, c'est suggéré pour tous les adolescents âgés de 11 à 14 ans. Ici en France, le taux vaccinal est plus bas que les autres pays européens occidentaux. Et par exemple, au Royaume-Uni, le taux est au plus haut que 80%. Bon, on avait deux questions d'enquête. Quelles interventions introduites au niveau de la commune peuvent augmenter les suivants? Premier, le taux vaccinal. C'est ça que j'ai présenté il y a un an. Et aussi les connaissances, les croyances et les attitudes sur les HPV. Premier, je vais présenter les méthodes de recueil de données. Le projet PrEP-HPV a été un essai randomisé en grappe où le grappe était au niveau de la commune. C'était un plan factoriel partiel qui comprenait trois composantes que vous voyez ici. L'éducation, motivation, mobilisation. Aussi la formation des médecins généralistes et finalement la facilitation d'accès qui veut dire les campagnes vaccinales au collège. Il y avait au début 90 collèges et ces collèges étaient randomisés à ces 6 groupes ici. Et même si c'était au collège, on a impliqué seulement les élèves de 4e et 3e. On a utilisé des questionnaires qui étaient en ligne avec les réponses autodéclarées. À T0, ça veut dire baseline. Et à T1, si c'était 5 mois après baseline et environ 2 mois après la fin des activités interventionnelles. Les réponses autodéclarées sur les questionnaires concernaient le statut vaccinal et aussi les attitudes, connaissances, croyances et pratiques autour du vaccin anti-HPV. Bon, rapidement, parce que j'avais déjà présenté ça, projet 1, c'était la question de taux vaccinal. Comme était nouvelle vaccination contre les HPV à T1, on a exclu les élèves qui avaient déjà le vaccin avant le début du projet. Et aussi, on a utilisé l'analyse statistique, la régression linéaire pour estimer les différences de risque. On a utilisé les composants d'intervention qui étaient décomposés. Si vous voulez voir l'occasion, c'est comme celle ici. Et les résultats, on a vu que les campagnes vaccinales étaient très efficaces à augmenter le taux de vaccination bien rapidement parce que c'était juste 2 mois après la fin de l'intervention que le questionnaire a été lancé. Donc, ça veut dire que pendant la campagne, il y avait beaucoup des élèves qui se sont vaccinés. Mais par contre, l'éducation, motivation et mobilisation au collège
n'avait pas le même effet sur la vaccination, et probablement parce que c'était très peu de temps entre les deux questionnaires. Et s'il n'y avait pas la chance de se faire vacciner au collège, probablement c'était aussi pas assez de temps pour se faire vacciner chez le médecin. Bon, maintenant, le deuxième projet, ça demande sur les connaissances, les croyances, les attitudes et les pratiques autour des HPV. Euh, pour les outcomes, maintenant, il y en avait plusieurs. Euh, C'était juste les réponses pour chaque question sur les connaissances et les attitudes et les pratiques sur le questionnaire. Et les réponses étaient collapsées parce que c'était une échelle Likert. Et donc, on a collapsé en binaire pour la régression. Il n'y avait aucun critère d'exclusion maintenant. Et aussi, on a utilisé la régression log linéaire. Ça veut dire qu'on a estimé les ratios de risque euh, et on a tenu en compte l'effet grave de collège. Euh, Aussi, on a ajusté pour la valeur de la même variable de l'outcome. Ça veut dire, par exemple, si on a demandé une question à T0 et à T1 et l'outcome, c'est une réponse à T1, on a fait l'ajustement pour la réponse à T0. Et jusqu'à maintenant, on a utilisé les composantes décomposées. Bon, voici les résultats pour les campagnes vaccinales. Ça veut dire que juste pour la campagne vaccinale, quel était l'effet sur chaque outcome qui est ici à gauche. Euh, Ici, vous voyez que ces trois questions ici sont les celles qui ont été affectées par les campagnes vaccinales. Et ça a beaucoup de sens parce que ça demande sur si c'était facile à accéder à la vaccination, bien sûr, parce que c'était au collège. Aussi, si vous savez si vos amis se sont vaccinés, probablement si vous avez, si euh, si les amis aussi se sont vaccinés au collège avec vous, c'est très facile à savoir. Et aussi, un peu d'effet sur la vaccination si c'est utile. Ici, vous voyez que l'éducation, motivation et mobilisation avaient un plus grand effet sur plusieurs autres réponses. Par exemple, ici, euh, beaucoup plus des élèves savent la couverture vaccinale chez les ados à 15 ans dans les autres pays. Euh, Probablement parce que c'était un fait qui était partie de l'éducation et comme ça, ils ne savaient pas avant, mais à la fin du projet, oui. Aussi, d'autres choses sur les connaissances que vous voyez ici. Et quelques changements sur les attitudes et les pratiques que vous voyez ici, euh, plus foncé. Ici, la discussion avec les amis, ils ont à discuter beaucoup plus et probablement parce que c'était partie du curriculum pour l'éducation, motivation et mobilisation. Aussi, il y a un peu de changement sur la détermination de bénéfices-risques ici pour la vaccination. Et ils ont dit qu'il a moins de problèmes en discutant la vaccination avec leur MG. Mais enfin, il y a beaucoup d'autres pratiques et attitudes qui ne sont pas changées. Mais on a vu que oui, il y a d'autres changements ici. Finalement, la discussion. On a trouvé que la facilitation d'accès bien les campagnes vaccinales qui étaient gratuites au collège a augmenté le taux de vaccination très rapidement. Et même s'il y avait une augmentation de vaccination, globalement, il n'y avait pas de changement sur les connaissances, attitudes et pratiques. Mais, contrairement, l'éducation, motivation et mobilisation au collège ont augmenté les connaissances sur le vaccin anti-HPV
et aussi avait un faible effet sur les pratiques, sur quelques pratiques et attitudes. Mais contrairement, on n'a pas vu aussi rapidement un changement sur le taux vaccinal chez les collégiens qui ont seulement reçu l'éducation, motivation et mobilisation. Donc, en conclusion, on dirait que c'est très important à utiliser les deux ensemble pour avoir plus de changements sur le taux vaccinal pour longtemps parce qu'on voit que hors de campagne, c'est très important que les collégiens savent plus sur les vaccins juste pour se faire vacciner, même s'il n'y a pas les campagnes vaccinales au collège. Et maintenant, je peux répondre aux questions. Merci, José. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'avais une question. C'était juste pour ramener ça au contexte français. Pourquoi ça marche pas? En fait, il y a eu, je crois, cette année, ou je ne sais plus si c'est en 2023, une campagne de vaccination et collège et le taux reste très faible. Est-ce que vous auriez une explication par rapport à ça? Bon, je crois à ce moment-là, il y a plus de recherches qui commencent pour expliquer ça. Mais pour PrEP-HPV, c'était probablement parce que c'était avec les collèges qui étaient motivés un peu plus parce qu'il y avait ce processus consentement. Euh, mais peut-être Judith, parce qu'on a commencé à travailler un peu sur ça pour ces campagnes vaccinales qui étaient lancées cette année scolaire. Mais Judith, je ne sais pas si probablement elle pourra répondre mieux que moi. Oui, je pense que, comme tu as dit, José, c'est notre sélection, c'est quand même des collèges qui ont été d'accord de participer, passer les questionnaires. Alors, surtout dans l'analyse que présente José, ils se sont engagés avec des questionnaires, etc. Donc, ça nécessite une certaine motivation. Et au niveau national, avec la campagne en cinquième, hein, le problème était que, en fait, alors tous les chiffres sont à travers tous les collèges, hein, c'est la moyenne nationale, et du coup, il y a aussi pas mal de collèges qui ont fait très peu, en fait, comme initiative, pour diverses raisons. Pour diverses raisons, d'autres soucis, manque de temps pour préparer, etc. Santé publique France veut mener une enquête pour mieux comprendre, alors une enquête auprès des parents pour mieux comprendre les raisons de non-adhésion. Il y avait certainement un peu moins de moyens utilisés, déployés pour récupérer des consentements, etc. Tout était un peu fait très rapidement. Donc, oui, c'est un peu trop tôt pour conclure et il y aura besoin de faire des évaluations sur cette campagne en cinquième. Ok, merci. Maëlys? Oui, moi j'avais une question, c'était parce qu'au final, ce que tu montres, José, c'est que on a sur le changement des attitudes, des pratiques et des connaissances, on voit que il y a un effet significatif sur le fait que le vaccin il est safe, mais pas d'effet significatif sur le fait que le vaccin il soit efficace, donc enfin qu'il est utile. Et du coup, est-ce que ça peut pas aussi expliquer en partie, en dehors du fait que vous regardez une petite fenêtre de temps, parce que c'est que 2 mois, est-ce que ça pourrait pas aussi expliquer pourquoi il y a assez peu de changements? Parce que du coup, les élèves, ils se disent que oui, c'est safe et ils retiennent un peu des informations, enfin pas l'information qu'on voudrait qu'ils retiennent le plus, quoi, le fait que c'est efficace et sécurisé. Euh, ils, ils retiennent juste que c'est sécurisé et que comparé les mêmes taux. Enfin, je ne sais pas si ça peut être, s'il ne peut pas y avoir un lien de causalité quelque part. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, je crois que c'est un bon point. C'est quelque chose que j'avais pas noté moi-même, mais maintenant je vais penser un peu plus sur ça et oui, il faut y réfléchir. Oui, je crois c'est assez intéressant aussi parce que normalement, à mon avis, la sûreté et l'efficacité vont ensemble et que ces ados n'en pensaient pas. Je crois que c'est très intéressant. Euh, Aussi, je crois que c'est peut-être une question du mode de la question. Par exemple, l'interprétation des questions, c'est très important. Et si efficacité veut dire quelque chose d'autre pour ces adolescents, c'est, ça peut aussi produire ces effets différents qu'on a notés. Merci. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est une analyse de médiation pour voir quels changements au niveau des connaissances et des attitudes sont associés au changement en intention vaccinale chez ceux qui n'avaient pas d'intention au départ. Donc peut-être ça permettra aussi un peu d'explorer cette question-là. Oui. Mais ce qui est un peu typique, c'est qu'avec les interventions, on peut à la limite améliorer les connaissances, mais il reste difficile de changer les attitudes. C'est un peu le gros problème. Oui. Et aussi, je crois que ça dépend aussi sur le contenu de l'éducation qu'ils ont reçu. Et bien sûr, on avait les outils que les professionnels scolaires pouvaient utiliser, mais ça ne veut pas dire que chaque collège a utilisé les mêmes outils. Et comme ça, peut-être il y avait quelques collégiens qui ont reçu plus d'informations sur l'efficacité que les autres. Oui. Juan Carlos? I hope you don't mind the question in English. Hi, Yeah. I'm Juan Carlos. I'm the new intern at Institut Pasteur. I work with Jos and Judith. So I was just wondering if you had the possibility to compare the knowledge and attitudes, mainly baseline levels with similar French samples or even samples abroad, because I was thinking how that relates to the effectiveness of the low access, low barrier campaigns and the estimate that you got. I was wondering if, say, for example, in populations whose baseline knowledge and motivation might be already low, would they engage in that in similar way with the low barrier campaigns? Or is this part of the fact that, say, French population is already quite accustomed to multiple vaccinations campaign, and health promotion in general? Yeah, that's a really good question. Part of me wonders now if, like, as another step in this analysis, it might be interesting to see about the way that it could be generalized to populations that had different baseline levels, like you said. So if you do want to write that down, we could discuss later. And yeah, I don't think really had too much information to go off of for like comparing the baseline levels of the knowledge and attitudes that we had in our survey compared to like other information for the French adolescent population, because this was a very new study and like something that hadn't been done quite the same way before. So we can look and see if there's some way that we could compare these like prevalence at baseline, but yeah, that'd be really interesting to look at. Thank you. Thank you, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public à ce stade? Juan Carlos, you will present later in the coming months, just to let you know already. Yeah, of course.
OK, donc s'il n'y a pas d'autres questions, bon, on passe la parole à... Merci beaucoup, José. Et on passe la parole à Laura, qui va donc nous préparer les esprits pour d'autres interventions qui vont venir. D'accord, je vais vous présenter ça. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Alors, est-ce que vous voyez la présentation? Oui, très bien. Super. Alors, donc, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui est un travail que j'ai co-réalisé, mais qui en fait a été principalement porté par Georges Chiref, qui était à l'époque en post-doctorat sur ce sujet-là, en collaboration avec des chercheurs associés à l'Institut Pasteur, à l'étage en dessous du vôtre, donc Lila Opatowski, Lee Chamin, Didier Guillemot notamment. Donc, il s'agissait en fait d'étudier les structures de contact interindividuels dans différents services de soins pour estimer le risque épidémique dans ces différents services. Et c'est ce qu'on a appelé le projet NOSCOV. Donc, c'est un projet qui a eu lieu pendant l'année 2020, donc en pleine pandémie Covid. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette question des structures de contact dans les hôpitaux? Eh bien, on a réalisé des travaux que je vous avais présentés d'ailleurs ici, il me semble, lors d'un PACRI précédent, montrant que les réseaux de contact dans les hôpitaux sont très spécifiques, sont très différents de ce qu'on a en communauté. Ça peut conduire à avoir des niveaux de risque, par exemple un R0 associé à certains pathogènes qui va être très différent à l'hôpital ou en milieu de soins en général par rapport à ce qu'on peut observer dans la population générale. Pour étudier ces réseaux de contact, se contenter d'utiliser des données auto-rapportées sur les contacts, c'est pas quelque chose qui est extrêmement fiable. Donc nous, on a conduit depuis un certain nombre d'années, plus de 10 ans, des études dans lesquelles on utilise des capteurs de contact qui les enregistrent de manière automatique et qui nous permettent de mieux comprendre donc la structure de ces proximités interindividuelles sur lesquelles les pathogènes peuvent se transmettre. Et en fait, ces taux de contact qui sont globalement plus élevés et plus intenses en milieu de soins se traduisent par des risques épidémiques qui sont aussi plus élevés. Et dans le cas de la pandémie de Covid, ça s'est traduit par un fardeau pour les hôpitaux qui était particulièrement lourd. Donc, je vous ai mis ici juste un exemple d'un papier qui est sorti dans Nature en 2023 qui a montré qu'entre juin 2020 et mars 2021 au Royaume-Uni, il y avait entre 100 000 et 160 000 patients qui auraient acquis le SARS-CoV-2 à l'hôpital. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour prendre en compte ces patterns, ces structures de contact qu'on va observer dans la perspective d'une meilleure compréhension du risque épidémique et donc dans des approches qui sont les notes de modélisation épidémique. Donc, on part d'observation d'un vrai réseau de contact, éventuellement avec des capteurs comme ce que je viens de vous décrire. Donc, ce que vous avez à gauche, c'est des liens entre individus qui vont évoluer de manière dynamique avec le temps. Et puis, on va essayer de mettre ça dans des modèles. Alors, les modèles les plus simples, c'est des modèles comme ce qu'on a à droite, là, où on a juste un compartiment susceptible, un compartiment affecté, puis on suppose qu'il y a un mélange homogène entre les deux. Alors, évidemment, là, on est un peu aux deux extrêmes du spectre, où on a vraiment toute l'information à gauche et puis plus aucune information à droite. Donc, une des choses, et donc on va juste traduire tout ça par un taux de contact. Des choses un peu plus fines qu'on peut faire, c'est représenter le réseau de contact sur lequel on a récupéré des données de manière dynamique et fine, sous la forme d'un réseau de contact statique à un instant donné, qui va relier dans l'hôpital les patients et les différents membres du personnel, et puis aussi les visiteurs, et construire des matrices de contacts qui vont permettre de dire combien de contacts chaque catégorie d'individus a avec chaque autre catégorie d'individus, ou alors décrire également la durée de ces contacts.
Et ça va nous permettre ensuite d'alimenter des modèles qui seront soit des modèles épidémiques décrivant l'évolution des individus susceptibles et infectés par catégorie d'individus, donc structurés par catégorie d'individus, soit des modèles plus fins de type individu centré, voilà. Alors, donc nous, ce qu'on a en tête en fait, avec ce qu'on avait en tête avec ce projet, c'était de pouvoir, reconstruire ce type de matrice de contact et puis s'en servir pour estimer des risques épidémiques ou des sortes de R0 par catégorie d'individus et puis pouvoir à terme alimenter des modèles, soit comme ça structurés, soit des modèles encore plus fins, donc de type individu centré comme je viens de le dire. Alors, donc pour ça, on a mis en place un recueil de données au travers de l'étude qui s'appelait donc NOTSCOV, qui était portée par Didier Guillemot et qui a été financée par l'ANR dans le cadre de l'ANR Flash pendant la pandémie de Covid. Donc, on a utilisé, comme je vous le disais tout à l'heure, des capteurs. Donc, c'est des petits appareils portables que portaient les patients et les soignants qui ont accepté de participer dans une quinzaine de services hospitaliers différents. Je vous montrerai la liste juste après. Et qui capturent en fait les interactions de proximité, donc les proximités entre deux individus à moins d'1,50 m. Et pour NOTSCOV, en fait, on a fait porter ces capteurs aux personnes qui acceptaient, patients, personnels et visiteurs, sur une durée d'investigation qui était de 36 heures, donc 2 journées, 1 nuit entre les deux, par service. Voilà, donc les enquêteurs se postaient en fait à l'entrée de l'hôpital et ils proposaient à tous les patients, personnels, visiteurs qui rentraient de porter ce capteur. Voilà. Et donc, c'est juste des données de contact qu'on a pour cette étude-là. On n'a pas de données d'infection comme on a pu avoir pour d'autres études. Voilà, donc ça, c'est la liste des 15 services hospitaliers qui ont participé. Donc, ce sont principalement des services de l'AP-HP à Paris, des services des hospices civils de Lyon, et il y a aussi un service à Bordeaux. Vous voyez que les recueils de données ont eu lieu entre avril 2020 et juin 2020. Et qu'on a une large gamme de types de services hospitaliers différents, des services de maladies infectieuses, de médecine interne, de gériatrie, d'urgence, de réanimation pédiatrique, médicale, chirurgicale, etc. Alors, ça c'est juste pour montrer à quoi ressemblent les données qu'on a recueillies sous forme de réseau de contacts entre individus. Et donc là, j'ai pris deux exemples assez différents pour illustrer les variations de type de réseau. Donc à gauche, on a un service d'urgence. Dans lequel on va observer, je ne sais pas si vous voyez ma souris, bon bref, on va observer au milieu, on a 2 sortes de clusters et au milieu de chaque cluster, on a un noyau de personnel soignant en bleu, qui ensuite sont reliés, auxquels sont connectés des patients en rouge, mais qui sont eux un peu pas très très fortement connectés. En fait, ils vont être connectés globalement à un ou quelques soignants chacun et très peu connectés entre eux. Donc ça, c'est typiquement le service d'urgence. À gauche, on a une réanimation médicale. Et donc là, c'est très différent. En fait, on a beaucoup plus de contacts entre patients et soignants et qui sont mélangés tous entre eux avec un seul cluster, pas 2 cette fois-ci, mais par contre, quelque chose de beaucoup plus étalé. Et il y a aussi beaucoup moins de patients, 17 patients contre 93 soignants à droite, alors qu'à gauche, on avait un nombre de patients qui était de l'ordre des 2/3 du nombre de soignants. Voilà, donc à partir de ce type de données, donc collectées sur 15 services, ce qu'on avait en tête, c'était d'estimer le risque de transmission dans les différents types de services pour voir s'il variait, et puis proposer, évaluer l'impact de différentes stratégies pour cibler les individus sur lesquels on pourrait après mener mettre en place des interventions de contrôle infectieux sur la base de ces données de contact. Donc,
La première partie, donc, c'était d'estimer le risque épidémique, ou enfin une sorte de R0, en fait, quelque chose qui ressemblerait du R0 sur les 15 différents services. Et ça, on voulait le faire en fonction de qui est le cas index. Donc, pourquoi je dis que c'est une sorte de R0? Ce qu'on veut estimer, c'est si on imagine donc un individu unique infecté arrive dans l'un de ces services dans lequel tout le monde est susceptible, eh bien, on voulait savoir à peu près combien par jour d'autres personnes il va contaminer. Et ça, on voulait le voir en fonction de qui est ce cas index. Donc, est-ce que c'est un patient, si c'est un visiteur, si c'est un soignant. Et donc, on a l'idée que le risque de transmission, ce risque, il va dépendre du taux de formation de contacts, donc de la fréquence du nombre de contacts formés, et puis aussi de la durée de ces contacts. Alors, le taux de formation de contact, en fait, on peut le déduire des données qu'on a recueillies de manière dynamique et à l'échelle individuelle dans chacun des services, qu'on va agréger dans des matrices, hein, comme je l'avais présenté en introduction, donc des matrices de contact, de fréquence de contact, ici c'est par heure. Et donc ce qu'on peut lire ici, c'est que si on regarde l'axe horizontal, en moyenne, chaque, mettons, visiteur va former 0,8 nouveaux contacts avec des patients, par exemple, dans la réa chirurgicale ici. Voilà. Donc ça, c'est pour la matrice de fréquence de contact, mais on peut aussi faire une matrice de durée de contact à partir de nos données. Donc de la même manière, en agrégeant les données sur la durée des contacts, on peut voir que dans cette même réa chirurgicale, le visiteur va avoir en moyenne, par exemple, des contacts, 99 minutes de contact avec des patients sur la journée. Voilà. Et donc ça, on l'a répété sur chacun des 15 services participants pour la formation de nouveaux contacts par heure et puis la durée passée en contact également, moyenne. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir calculer donc une sorte de proxy du R0 dans ces différents services hospitaliers. D'une manière extrêmement simplifiée. C'est un exercice un peu théorique, ce travail que je vous présente. Donc, simplement en disant que ce risque quotidien de transmission, on peut finalement le construire comme le produit de 3 composantes. La première étant le taux de formation de nouveaux contacts par heure, qu'on peut informer simplement avec les matrices que je vous ai présentées à l'instant. Le deuxième étant le nombre, donc pour chaque catégorie d'individus, le nombre d'heures passées dans le service par jour. Et ça, c'est simplement quelque chose qu'on a dans nos données également. Et puis le troisième étant un risque, donc une probabilité d'infection par contact. Et donc pour chaque individu, en fait, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a dit, ben voilà, la probabilité d'infection, elle suit une courbe qui va aller de 0 à un maximum qui pourrait être 100%, qui peut être inférieur, hein, suivant une forme dont on a écrit l'expression mathématique de manière identique pour toutes les analyses qu'on a faites, mais avec une vitesse d'accroissement variable qu'on a explorée dans des analyses de sensibilité. L'idée étant que, en fonction de la durée passée en contact, le risque de transmission d'un individu infecté à un individu susceptible qui sont en contact, donc, va augmenter. Plus le contact est long, plus le risque est élevé. Et il y a un effet de saturation qui est pris en compte avec la forme de cette courbe qui peut être plus ou moins fort en fonction de ce paramètre de forme de la courbe qu'on a à paramétrer. Et donc, la durée passée en contact, pour chaque contact, ben, ça aussi, on l'a avec les matrices que je vous ai présentées tout à l'heure. Voilà. Et donc, à partir de ça, pour une forme de courbe donnée, on peut comparer le risque qui va en fait être une résultante donc des caractéristiques d'emploi du temps des patients et des soignants et des visiteurs et des 2 sortes de matrices pour chacun des 15 services qu'on a explorés. Et donc ici, ce que je vous montre, c'est pour chacun des 15 services, cette espèce de proxy du R0. Donc on a calculé donc, le nombre d'infections secondaires attendues par jour moyen à partir d'un cas index, si le cas index est ici un patient.
En gris, donc c'est le nombre de cas secondaires, tous individus confondus. En rouge, le nombre de cas secondaires chez des patients. En noir, chez des visiteurs. Et en bleu, chez des soignants. Donc, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'il y a une grande variabilité entre les services de ce niveau de risque. Si on prend par exemple, même avec le même type de service, si on prend par exemple la gériatrie vers le milieu, là on a un gériatrie numéro 2, gériatrie numéro 1, on a des niveaux de risque qui sont très très différents. Donc ça c'était dû, quand on regarde un peu plus finement les données, au fait qu'il y avait des périodes de contact, des durées de contact beaucoup plus longues entre patients dans l'un des deux services de gériatrie que dans l'autre. Voilà. Et puis, voilà, on voit que dans certains types de services, par exemple les services d'urgence, ce qui sont les 3 premiers ici, et ben là, on a des niveaux de risque qui sont relativement faibles, quel que soit le service d'urgence, qui est principalement attribuable au fait que, en fait, les patients ne restent pas très très longtemps dans ces services-là et ressortent de l'hôpital assez rapidement. Et donc, si le carnet est un patient dans ces services, il ne se passe pas grand-chose. Pour les visiteurs, c'est très variable. Et d'ailleurs, en fait, officiellement, les visiteurs n'étaient autorisés pendant cette période Covid dans les 15 services où on a été que dans les services pédiatriques. Donc, voilà. Alors, ouais, je vous ai montré ce qui se passait pour le cas où le cas index était un patient, mais j'avais oublié de vous montrer à l'instant ce qui se passe si le cas index est un visiteur, et c'est ça que je viens de commenter. Hein, voilà, donc le fait qu'on le voit que pour les services de pédiatrie. Et puis, le cas de figure dernier que je vous montre là, c'est le cas de figure où le cas index est un soignant. Et là, on voit qu'il y a beaucoup moins de variabilité que ce qu'on a vu pour les patients et pour les visiteurs, avec un niveau de risque qui est relativement cohérent entre les différents services et un niveau de risque global, un nombre de cas secondaires engendrés global en gris qui est quasiment entièrement explicable par le bleu, c'est-à-dire par les autres soignants. Autrement dit, quand le cas index est un soignant, majoritairement, il va contaminer d'autres soignants. Voilà. Alors, si on regarde les résultats, non pas en fonction de la nature du cas index, mais en tirant au sort le cas index parmi toutes les catégories d'individus, juste pour comparer les différents services, l'un des gros messages qu'on retrouve dans notre analyse est qu'il y a une très grande variabilité de ce risque entre services, explicable uniquement par rien qu'en regardant l'impact de la structure des contacts dans ces différents services. Donc, sans même tenir compte d'une variation des pratiques, d'état clinique des patients, etc. Juste la structure des contacts dans les différents services explique un facteur à peu près 4 de variation de ce niveau de risque entre services. Et donc ça nous fait penser que les pratiques qu'on peut mettre en place de prévention vont jouer un rôle relativement important et qu'il va falloir éventuellement les adapter au type de ward. Alors, il y a tout un tas de mesures, ça ne va pas être l'objet détaillé de cette présentation, mais il y a tout un tas de mesures qu'on peut mettre en place de contrôle pour réduire le risque épidémique en milieu de soins, donc les mesures barrières, la vaccination, les tests, etc. Et en général, comme partout d'ailleurs, hein, en milieu de soins, les ressources sont limitées, donc on ne peut pas dire qu'on va mettre un niveau de mesures de contrôle maximal, par exemple de contrôle de précaution de contact sur absolument tous les contacts et tous les individus de l'hôpital. Voilà. Alors, quand on regarde nos données en détail à l'échelle individuelle, ce que je ne vous ai pas montré jusque-là, on se rend compte qu'en fait, la structuration des contacts, c'est-à-dire le nombre la fréquence et la durée des contacts est elle n'est pas juste variable entre catégories d'individus, elle est même variable entre individus au sein d'une même catégorie. Et donc, c'est ce qu'on voit ici avec ces violin plots là, qui vous montrent la distribution en haut la fréquence et en dessous la durée des contacts dans un des services qu'on a exploré, la réa chirurgicale, l'une des réas chirurgicales.
on voit en fait, alors quand plus le plot est large, hein, plus il y a d'individus concernés, donc on voit que il y a beaucoup de variabilité à la fois des durées et des fréquences de contact. Donc le niveau de connectivité en fait des individus est très variable, et donc ça peut suggérer que ça pourrait être intéressant d'aller chercher les individus qui sont les plus connectés pour cibler les mesures de contrôle qu'on pourrait mettre en place. Et donc une chose très simple qu'on peut faire dans cette analyse un peu théorique, hein, c'est de se dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe si on met le paquet, entre guillemets, sur les 5% d'individus les plus connectés. Donc si on les enlève de notre calcul de pseudo R0, qu'est-ce que ça va changer? Donc on a pris ce cut-off à 5% et puis on a regardé ce que ça pouvait éventuellement changer. Donc là, on les voit ciblés sur le dessin en bas à droite. Et donc, ce qui se passe, c'est que d'abord, si on prend tout en bloc, hein, tous les services ensemble, et qu'on regarde la diminution relative du risque épidémique que couper les contacts de ces 5%, donc mettre énormément de mesures de précaution de contact sur ces 5% des individus les plus connectés, eh ben, ça permet de réduire ce risque de environ 12-13% dans le cas où on cible les 5% d'individus qui forment le plus grand nombre de nouveaux contacts par jour. Et ça permet de réduire de plus de 20% ce pseudo R0 si on cible les individus qui ont les contacts les plus longs. Et ce qu'on voit aussi, si on regarde les différents petits symboles hein, qui représentent les 15 différents services qu'on a explorés, c'est que l'effet de ces mesures est variable d'un service à l'autre, c'est ce à quoi s'attendait, et que pour un même service, si je prends par exemple le petit triangle rose qui est l'urgence vide, qui est les urgences chez les adultes, et ben c'est pas l'effet n'est pas le même et la différence relative n'est pas la même que si je prends par exemple la petite croix bleue pour lequel il y a un effet beaucoup plus fort si on cible les individus avec les plus grandes durées de contact que si on cible les individus avec les plus grandes fréquences de contact. Voilà. Alors, si on fait la même chose, mais que là, on cible non seulement les 5%, les individus les plus connectés, pardon, pas les 5%, mais en ciblant uniquement des patients ou des visiteurs ou des staffs. Et alors, je corrige pas les 5% parce que pour les visiteurs, il n'y en a pas forcément exactement 5%, mais voilà, on se débrouille pour cibler le même nombre de patients ou de soignants ou de visiteurs avec des mesures de prévention. Et qu'on regarde l'impact sur le risque épidémique, eh ben, on va voir que l'efficacité de ces ciblages ne va pas être la même en fonction du type d'individu ciblé, avec une efficacité qui est ici beaucoup plus forte si on cible les patients que si on cible les visiteurs, hein, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, mais aussi que si on cible les soignants. Mais là encore, ça va type de service. Et si je reprends mon petit plus bleu là qui représente un service de maladie infectieuse, on voit que là, par exemple, c'est plus efficace de cibler les soignants qui ont des longues durées de contact que les patients qui ont une longue durée de contact. Voilà. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est un travail qui en fait a déjà été publié, hein, il est sorti en février, donc c'est pas si vieux que ça, mais enfin le mois dernier, dans Scientific Reports, donc si ça vous intéresse, vous pouvez trouver l'article. Et donc les principaux messages, pour résumer ce que j'ai raconté jusque-là, donc d'abord c'est une sorte de preuve de concept, hein, du fait que ces capteurs peuvent assez facilement être déployés sur des durées relativement courtes pour avoir une image claire de la structure des contacts dans un hôpital, dans un service hospitalier, et que ça vaut la peine de le faire dans différents services hospitaliers. Il ne suffit pas d'avoir fait une grosse étude dans un seul service hospitalier parce qu'en fait, il y a une très grande variation dans ces patterns de contact, même entre services du même type, de la même typologie, d'un même réseau d'hôpitaux, typiquement la PHP. Et que cette variation, de pattern de contact, elle se traduit par une variation du risque épidémique importante, hein, d'un facteur 4 de manière globale et même d'un facteur 20 quand on prend comme cas index le patient.
Ça montre aussi qu'on pourrait s'appuyer là-dessus, sur ce type de données, pour proposer des stratégies de ciblage des individus pour la prévention dans un contexte de ressources limitées. Notamment alors sur la base des données qu'on a recueillies là pour Netscov, en ciblant plutôt les patients et plutôt les individus qui ont des longues durées de contact. Voilà. Et donc tout ce travail-là, on l'a fait dans le contexte de la pandémie de Covid, mais en fait c'est applicable à n'importe quel type d'infection qui se diffuse lors des proximités interindividuelles. Voilà, et donc comme je l'ai dit, donc ça c'est un travail qui a été fait principalement par George, qui est en photo ici, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui présentera le mois prochain un travail qui lui est encore préliminaire, pas encore soumis, s'appuyant sur ces mêmes données pour mieux comprendre la nature de ces réseaux de contact dans les hôpitaux. Voilà, et donc là je remercie toutes les personnes qui ont participé dans les différents services hospitaliers pendant la pandémie de Covid et qui ont bien voulu nous ouvrir les portes de leurs services pour qu'on aille étudier les patterns de contact chez eux. Voilà. Merci beaucoup, Laura. De rien. Applaudissements. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai deux, mais si quelqu'un veut se lancer. Alors, je commence avec une question assez vraiment café de commerce, parce que donc cet outil rappelle beaucoup à l'application téléphone portable qu'il y avait pendant la Covid, etc. Et donc, depuis, on a beaucoup entendu sur voilà, que ça ne marche pas très bien, ou bien, voilà, donc les critiques sont là. Est-ce que tu peux juste comparer les deux outils et peut-être aussi voilà, nous rassurer par rapport à la performance de ces capteurs que tu as utilisés? Alors, ce n'est pas la même technologie. Donc, sur le téléphone, c'est plutôt du Bluetooth, alors que là, c'est des capteurs RFID. Donc, après, je ne suis pas une experte en électronique, voilà. Mais globalement, il y a un certain nombre de travaux qui ont été conduits. Donc, on n'est pas les seuls à avoir utilisé ces capteurs RFID. Il y a quelques équipes dans le monde qui ont fait des travaux dans les hôpitaux, mais aussi dans des écoles et dans d'autres milieux pour mesurer les contacts avec ces capteurs RFID. Et globalement, quand on compare ça avec des données rapportées ou observées directement, il s'avère que c'est assez fiable. Alors, il y a des petits bémols sur le fait que ça marche mieux quand les personnes sont face à face que dos à dos, ou voilà, ça passe pas à travers les murs, enfin voilà. Mais bon, ce qui est plutôt attendu. Puis évidemment, c'est des proximités à 1,50 m. Alors ça, on peut le paramétrer sur les capteurs, mais c'est pas des personnes c'est pas du toucher, c'est pas du contact physique. Direct. Voilà, donc en fonction du type de pathogène auquel on s'intéresse, ça peut être plus ou moins pertinent. Voilà. D'accord. Bon, je pose ma question tout à l'heure. Il y a Maëlys qui lève la main. Ouais. Maëlys, vas-y. Ah, Maëlys? Tu voulais dire quelque chose? Ah, on l'a perdu. Oh, il y a une main qui est levée. Ah oui? Bon. Non. Alors, je pose ma deuxième question. Quand tu as annoncé ces deux interventions que tu vas, alors pas intervention, mais les stratégies pour cibler un sous-groupe pour ne pas cibler tout le monde, donc c'était bien avec un masque que tu as... Oui, c'est complètement... ce que je dis, c'était un peu théorique en fait. Ce qu'on fait. Tu peux imaginer ce que tu veux, tu peux imaginer masque, voilà. En fait, ce qu'on fait, c'est vraiment qu'on suppose qu'on a une intervention. Oui, moi j'avais une question, Laura, c'était sur... Ouais, attends, je suis en train de répondre. Mélisse, toi, tu m'entends? Mais du coup, il y a Judith qui a posé sa question, donc je finis juste de lui répondre et après, tu m'entends là? Je crois, il y a un effet de retard. Ouais, elle va avoir des problèmes de connexion. Ouais. Vous ne voulez pas l'éjecter quand même, la pauvre Mélisse. Oui, donc pour finir de te répondre, en fait, on suppose qu'on a une intervention, qu'on a les moyens, dans un contexte de ressources limitées, d'agir de manière totalement efficace
Ah, mais sur certains contacts seulement. Donc, en fait, ce qu'on fait là, c'est juste, pour simplifier, hein, c'est juste qu'on dit, bah, OK, ces contacts-là, on les supprime complètement, mais seulement c'est les contacts des 5% de personnes les plus connectées. On peut, j'ai dit tout à l'heure, mettre le paquet sur 5%. Bon, évidemment, tout ça, enfin, on aurait pu faire le truc avec une intervention. C'est le prototype, là. C'est un prototype. On aurait pu simuler de manière beaucoup plus réaliste des interventions efficaces à 60% seulement, 70%, voilà. Mais là, c'est 100% efficace, mais sur peu d'individus, en fait. Oui, et donc du coup, alors vraiment juste spontanément, je me suis tout de suite dit, ah oui, ce sont ceux qui ont le plus de contacts où ça va réduire le plus. Ouais. Et donc du coup, je suis un peu étonnée que c'est la durée de contact. Est-ce que c'est parce que, alors pourquoi est-ce que moi j'ai dit c'est la fréquence des contacts, mais parce que tu vois, dans la transmission, c'est un peu toujours cette notion de promiscuité qui accélère la transmission. Ouais. Est-ce qu'ici, on peut l'expliquer par le fait que, alors, mais donc du coup, ça m'étonne que vous avez ces données-là, que comme pour la Covid, les contacts plus longs étaient un peu plus à risque que des contacts rapides. Et donc, visiblement, je ne sais pas, il faut une certaine charge virale ou une certaine intensité de contact pour avoir l'infection. Est-ce que dans votre modèle, il y a quelque chose, un paramètre qui explique ce résultat qui n'est pas forcément tout. Alors, il n'est pas complètement étonnant non plus, mais qui est quand même un petit peu étonnant. Ouais, alors en fait, effectivement, d'ailleurs, on a d'autres travaux qu'on a nous-mêmes conduits il y a plusieurs années où on se disait, bah, oui, avec des travaux de modélisation, on n'avait pas de données à l'époque. On se disait, bah oui, les personnes qui vont jouer un rôle prépondérant dans des épidémies, c'est les personnes qui sont des super connectées, qui vont avoir des contacts avec plein d'individus différents, etc. Mais c'est vrai que dans ces travaux-là, on ne tenait pas compte des différentiels de durée moyenne, enfin, on ne tenait pas compte des données réelles sur les différentiels de durée de contact. Or là, on utilise les vraies durées passées en contact et il se trouve que même en mettant, comme j'ai montré, une fonction avec une saturation du risque en fonction de la durée au bout d'un certain temps, il y a un tel différentiel de durée que ce facteur-là joue dans certains services de manière extrêmement importante. Et en fait, pour répondre complètement à ta question, ça dépend du service. Il y a des services dans lesquels ça va plutôt être D'accord. Donc, du coup, ça explique aussi pourquoi il y a important tellement de différences entre les services. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu vois, par exemple, s'il y a une chambre double, tu vas avoir des contacts extrêmement longs entre les deux patients de la chambre et ça va jouer Voilà. Ça se voyait. Bon, il y a Mélisse qui me dit que son team s'est planté et qu'elle n'arrive pas à l'enregistrer et qu'elle nous entendait, mais que nous, on n'entendait pas. Enfin bon, bref. D'accord. Alors, on a encore le temps pour quelques questions. On arrive à 15 heures, mais néanmoins, est-ce qu'il y a des volontaires pour s'exprimer? Ou tout le monde attend la présentation de George. De George. Oui, ben, la présentation de George, ce sera vraiment sur des choses qui nous intéressent en tant que modélisateur, sur savoir si, quand on regarde les structures de contact sur ces différents services, est-ce que les contacts sont plutôt fréquence ou densité dépendants. Donc, c'est des questions un peu, voilà, un peu techniques, mais c'est, en gros, est-ce que le taux de contact entre individus dépend de la densité d'occupation du service hospitalier? Donc, est-ce que plus il y a d'individus, plus il y a de contacts ou pas? Et ça change beaucoup de choses après sur le risque épidémique. Voilà. Bon. Voilà, j'ai fait le petit teaser pour George, mais... Alors, donc, du coup, la prochaine fois, normalement, il y avait sur notre programme, côté UME, on avait Arnaud qui devait présenter, mais en fait, il m'a dit que finalement, il ne peut pas présenter ce qu'il fait actuellement sur le climat, les maladies infectieuses. Donc, il demande qu'on puisse le programmer plus tard avant l'été. Donc, du coup, voilà, nous avons une place libre côté UME, mais je vais voir avec Yusuke. Peut-être un des stagiaires est déjà prêt à présenter. Et sinon, donc, Laura de votre côté, mais c'est Georges qui va présenter ses travaux. Exactement. Et c'est plus exactement donc le 26 avril.
Oui, c'est tout à fait ça. OK, bon, là-dessus, on se souhaite un bon après-midi, Ben, exactement. Bon après-midi à tout le monde. bon Au week-end revoir. long et à Bon bientôt. week-end. Oui, au Bon revoir. week-end, au revoir.